heures d'auto, on peut dire, au sud des États-Unis. Donc, Albany, c'est au lac Champlain. Hein? Donc, la fameuse rivière des Iroquois, qui changera de nom plus tard, le Richelieu. On s'engage après, ça nous prend des bons rameurs pour retourner à Winnipeg, t'as l'air d'être intelligent, maintenant. Effectivement, la rivière des Iroquois qui va changer pour le Richelieu. Donc, moi, je voulais faire des raids ici, c'est pour ça qu'en 1701, ça, on va signer la fameuse Grande Paix. C'était eux nos ennemis, fait qu'ils prenaient l'autoroute du Richelieu, ils arrivaient ici, ils faisaient les escarmouches, la guérilla, en fait, leur technique de guerre. Mais ils n'étaient pas vraiment ici, ma petite dame. Et pour ceux qui peuvent penser que les Mohawks étaient à Kanawagé, Kanesatake, Oka. Non, c'est des Sulpiciens. Après, un petit peu plus tard, ouais. Un petit peu plus tard, vers 1670 environ. On fait la Grande Paix en 1701. On continue à avoir des guerres contre eux. 1701 sont essoufflés, les Mohawks. Hein, nous autres aussi, on est des bons guerriers. D'ailleurs, on a une réputation qui a fait le tour du monde à l'époque. Les Canadiens français, c'était les meilleurs guerriers à l'époque. Hein, on était des miliciens, tout le monde devait posséder un fusil. Les Hurons, les Abénaquis, nommez-les tous, il y en avait plusieurs nations ici, effectivement. Mais les Mohawks avaient une réputation très guerrière et très, comme on pourrait dire dans le terme, sauvage. C'était très brutal leur technique. Mais on va apprendre aussi de eux. On va s'améliorer. À l'époque, les Hurons se sont fait exterminer par eux en 1664-65 environ. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Malheureusement, ils ont été décimés. Grosse guerre entre eux. Là, tout le monde le sait. Donc, 250 ans de traite des fourrures. L'argent, tout le monde sait que l'argent ici n'avait pas vraiment d'argent seulement. Hein. Pendant longtemps, au régime français, on va utiliser des jeux de cartes pour jouer. Avec les 142 cartes, le joker, la voile, la reine, tout le monde joue aux cartes. Et l'intendant, le seigneur qui était en place, ici on a eu plusieurs intendants, signait à la plume ces cartes, ils mettaient une somme dessus, exemple 50 livres, quelque chose comme ça, signaient, puis on donnait ça aux habitants, c'est avec ça que vous alliez faire vos emplois. L'argent va arriver beaucoup plus tard vers la fin du régime. Donc pendant bien longtemps, c'est du troc, même entre les habitants, quand vous voulez faire réparer vos souliers, vous allez voir le cordonnier, mais si vous êtes, exemple, un cultivateur, vous allez faire des échanges avec les métiers qui étaient ici pour avoir ce que vous vouliez. Donc, ceci dit, pour avoir des fourrures, il fallait quand même donner des choses en échange. C'est là qu'on embarque et qu'on va commencer à expliquer l'évolution au niveau de la traite de fourrure et comment ça fonctionne. Fait que les trafiquants de fourrure, les commerçants de fourrure, allaient à Québec. Là, on parle, là, on est établi, il y a une ville, il y a une bourgade. Les commerçants exportent de France toutes les pelleteries, toutes les modernités, en fait, qu'eux ne connaissaient pas, sont envoyés dans des commerçants à Québec. Les trafiquants de fourrure vont faire du crédit avec eux. Comme je l'ai dit, on n'a pas d'argent, il n'y a pas de banque des jardins, il n'y a pas de banque nationale, ça n'existait pas à cette époque-là. C'est du troc. Le commerçant avec son petit calepin noir, Nicolas Pingot, tant de chaudron, tant de couverts, après ça. L'année d'ensuite, on remboursait, on va fait en ramenant nos fourrures pour les mettre des bateaux pour envoyer ça en Europe. Là, on était payé. Là, on pouvait rembourser nos créanciers. Donc, ça aussi, c'est particulier. Là. Donc, Nicolas Perrault, il n'a pas été chanceux. À un moment donné, avait tous ses ballots de fourrure, et est appelé. Il reçoit une missive du roi, du gouverneur, pour apprendre ses alliés autochtones pour aller faire une attaque sur la côte est, justement. Cette fois-là, auront pillé 7 villages en ligne. Comme je vous dis, nous autres aussi étaient capables. On était bons, les Français aussi, là-dedans, à cause qu'on a appris leur technique, qui est particulière. Chose que les Anglais ne feront pas. Ils vont continuer à se battre en rangée. Comme les troupes régulières ici françaises, ça se bat plus souvent en rangée. La Franche-Marine, qui est arrivée ici en 1683, va même laisser tomber leur fameux épée pour mettre des haches comme nous, comme les coureurs des bois et les autochtones, parce que c'était plus pratique. Au niveau corps à corps, tu as une épée dans le bois, c'est pas évident, c'est lancé avec ça. Fait que même les troupes régulières militaires ont troqué leur épée pour ce fameux Tomahawk.
Donc, on arrive ici, autochtone, on est habillé en cuir, tout ça. L'autre ici, principal, couteau, hache, la panoplie. Ici, c'est fait de silex. Le silex, on en a ici. Le silex canadien, il est plutôt noir. Très coupant, ça roule. J'en ai un exemple ici, mais qui n'est pas canadien. Le blanc, comme ça, il est français. Donc, on amène du silex en bateau, balester les bateaux pour que la ligne de flottaison soit parfaite. Les marins sont hors pair pour naviguer leurs bateaux. C'est eux qui balancent les bateaux avec toutes les marchandises qu'on amène ici. Et dans les coques de bateaux, il y a des parois pour mettre les fameuses pierres, qui n'étaient pas plus grosses que ça, de silex, qu'on mettait dans les côtés des bateaux pour bien balester le bateau, en fait. Donc, le fameux silex. C'est l'outil, c'est à base de silex, leur couteau, leur hache. Imaginez le bonheur quand on arrive avec le fameux fer. Ça fait longtemps qu'on a des étangs en fer à l'époque médiévale, en Europe, des arpeurs, des chevaliers, tout le monde le sait. Ça fait longtemps qu'on a des forgerons. Donc, on amène nos forgerons, tous les corps de métier. Les forgerons locaux vont faire plein d'équipements qui vont servir aussi à la traite des fourrures. La fameuse hache est un outil de tous les jours, mais aussi un outil qu'on se sert pour garroyer, ça va de soi. Assez expéditif, assez violent, on s'entend, parce que c'est pourquoi? C'est du corps à corps. Les troupes régulières se tirent à distance. C'est très différent de leur technique de combat à eux. Ils maîtrisent le couteau, les flèches, ça va de soi, les arcs, ils vont s'en servir pareil jusqu'à temps qu'on leur donne les fusils ici. Mais il y en avait qui voulaient garder leur technique traditionnelle qui était très très bon au tir à l'arc. Une flèche, c'est silencieux, c'est efficace, ça voyage vite et c'est précis. Quand on sait se servir de notre carte. Donc, toutes les modernités, là, on ne fera pas l'inventaire de tout ce qu'il y avait à en faire, mais la hache, c'est un classique. Qu'est-ce que t'en penses? Celle-là, c'est un modèle français, typiquement comme de l'entaille. À comparer aux Anglais, pas de grosse différence, mais regardez la forme. Nous, les Français, on avait une façon de marquer nos trucs qui était différent des autres. C'est une petite particularité que je dis juste faire la différence entre les modèles anglais et français. Donc, messieurs, j'ai une cargaison de ces nouveautés, faites par nos forgerons. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça, c'est normal. Mais l'autre affaire qui n'est pas normale, c'est qu'ils ne sont pas censés être tannants comme ça. Comme je l'ai dit, c'est pas des jambons, c'est pas des bougons, ils doivent bien nager. Surtout pour Nicolas Perrault, parce qu'il y a une armée de 2000 personnes qui guerroyaient pour Nicolas Perrault, qui étaient des autochtones savoie, et quelques Français, en fait, qui étaient avec Nicolas Perrault au niveau des associés. On a vu Montanan enlever le manche de bois après ma hache. Quand on faisait des échanges avec les autochtones, il n'y avait pas de manche de hache, de bois après les autres. C'était amené comme ça, on faisait des chapelets avec des têtes de hache, on passait tout simplement un fil. Un autre truc très populaire pour les autochtones, parce qu'ils trappent, et aussi ils font des beaux parements. Le fil de laiton va servir à plein de choses, en fait. Fait qu'on faisait des chapelets avec le fil de laiton, le fil de fer, et on pouvait transporter 25 têtes de hache, d'exemple, dans un chapelet. Ça veut dire que c'était comme ça que ça transportait, parce que c'était pas pratique, ça prenait de la place à avoir des manches de hache. Ça va m'en prendre peut-être, ça prendrait au moins un castor par tête de hache. Des beaux castors, s'il vous plaît. Ça, c'est... Celle-là, qu'est-ce qui est particulier? On va dans ça. On veut 5 images. C'était plus ça, 5 pour une heure. Vous avez vu la grandeur? Oui. On va faire grand-chose avec ça. Les fourrures, répondre aussi à un questionnement. Mais bon, les fourrures étaient plutôt servies pour la richesse, la noblesse en Europe, hein, pour faire des beaux encolures, des manchons, des titanes, des choses, des mouvements à l'automne, à l'hiver. Puis le castor, c'était surtout pour faire les tricornes. Il y a beaucoup de monde, monsieur, il y en a un, mais il n'est pas un peu. Mais les fameux tricornes, vous voyez tous les paysans ici, là, les troupes militaires, c'était fait en finalement. Fait que c'était du métal mou, on pouvait le mettre au filet assez facilement et faire des parements, des décorations, des bijoux.
c'était tout Percé, ça là, tatoué de la tête aux pieds, les Autochtones en grande partie. Fait que le laiton est plus un métal très important pour eux parce qu'il était beau, il brillait. Puis normalement, à cause de là, l'humidité, c'est sûr, ça attaque ce métal-là assez vite. On est tout le temps en train de frotter, hein, les argenteries, c'est la même affaire. Fait que, particularité, ce métal-là, il était bien apprécié par eux. Puis en plus, celle-là, je l'emmène avec l'estampille. Voilà, monsieur le dit, ben, c'est sûr, les métis, ils connaissent ça. La fameuse pipe, la fameuse allumette de la paix. C'est ça que je vous disais tantôt. La façon qu'on fonctionnait pour faire des échanges de fourrure à l'époque, on suivait leur façon à eux. On respectait leur méthodologie, en fait. Donc, avant de commencer à parler et à faire de l'échange du troc, on fumait une pipée qu'allumette de paix avant. Et quand on closait les échanges, on refaisait le tour avec tous les négociants, on fumait le calumet de la paix. Je pensais qu'il y en avait qui étaient pour « Ah, on fumait quoi? » Mécanique, tabac, il y en a qui parlent, regarde. Trudeau n'existait pas dans ce temps-là, fait qu'on fumait pas son tabac à lui. Là. Arrêtez de penser des affaires qui n'ont pas rapport. Non, on ne fumait pas du tabac mécanique à l'époque. C'est pas vrai ça. Mais le kénékénique, madame de nommer, c'est un mélange, en fait. Tabac, cèdre, fleurs aromatiques, sauce blanche. C'est un mélange de tabac comme pour vos pits de moderne d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Et le tabac gras, le fameux tabac, hein, dans le bout là, de Radun, Joliette, ces coins-là, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps avant que le marché du tabac tombe, il y avait des champs à perte de vue de tabac. Mais à l'époque aussi, il était passé maître au niveau de la culture, le blé d'Inde, et tout ça. Ils cultivaient déjà tout ça, ces choses-là. Fait que, oui, il y avait des champs de tabac, des champs à perte de vue. Les sulpiciens et les jésuites vont le rapporter dans leur récit. Comme de quoi que, mon Dieu, c'était à perte de vue, les champs de blé d'Inde à l'époque. Il y avait la courge qui faisait pousser et les fèves. J'en ai des exemples. Les trois sœurs, qu'eux appellent amicalement. Donc, on n'a pas oublié, quand vous voulez faire du trafic avec les Autochtones, bien important de suivre leur méthodologie par respect. Sinon, un Blanc, un Français ne pouvait pas facilement faire du trafic avec eux. Donc, ça, c'est pour votre chef qui a son estampille dessus. Et après, vous viendrez voir mon traité de la Grande Paix. J'ai une copie ici qui a été faite à Montréal en 1701. Toutes les tribus, tous les chefs ont leur animal fétiche, qu'importe la bébite. Donc, ils signaient avec ça, ils ne savaient pas écrire, là, les Autochtones. Là. Il n'y avait pas de dialecte, il y avait qu'un langage. Mais bon, je continue. Donc, on mettait, comme là, sur ma tête de hache, j'ai un estampille d'un ours. C'est pour la signature du chef. C'est un cadeau personnel parce que je veux continuer, moi, à revenir l'année d'après et échanger avec ces Indiens parce qu'ils m'amènent du beau castor, du beau bison, de l'ours. On pourrait toutes les nommer, il y en a 17. Donc, le laiton aussi. Dans vos sites, pas loin, vous avez une belle fonderie, une belle forge, les Saint-Maurice. On a fait longtemps des poulets, des chaudrons, des modernes pour nous autres, les Français. Mais les fameux chaudrons aussi en laiton, c'était super beau pour eux autres. C'est un classique. Ça, c'est une vraie antiquité. C'est une relique que j'ai trouvée. Puis c'était des chaudrons, pas pour 2-3 personnes, ça va de soi. Là. Il vivait plusieurs familles dans les maisons longues. On a un exemple ici. Comment on l'appelle? Pas une chapatoine, mais la tente à Jean. Tante Inou. C'est pas des tipis comme qu'on voit en arrière ici que nos Autochtones avaient au régime français ici au Québec. Là. Les tipis, c'est dans la région où le monde peut. Parce qu'il y en a un autre qui connaît bien son histoire, qui peut dire de quel coin à peu près ça peut venir, les fameux tipis. Ouest canadiens, les Sioux, les pieds noirs, les renards dormaient dans des tipis. Mais la fameuse toile, il fallait bien la trouver à quelque part des suites aux échanges, parce qu'avant, oui. Et voilà, avant qu'on arrive avec les femmes, on leur donne nos vieilles toiles, les voilures de bateaux, c'était parfait pour faire des tipis. Parce que tous les gréements, ces bateaux, s'étaient changés à chaque voyage. Il y avait des cordiers, des ports, puis on enlevait les voiles, on en remettait d'autres, on les donnait à eux en échange. Et eux se faisaient des tipis, des abris, des étals, un peu comme qu'on voit ici. Là.
Fait que ça l'a aussi vite amélioré leur sort parce que tu as raison, tu dis vrai encore une fois. Sinon, avant, c'était des peaux de bison. Et aussi des peaux de caribou, des coups de chevreuil, d'orignal. Ça pouvait faire office tout cousu ensemble, faire des abris, des arbres à l'époque, des gros arbres comme ici, bien écorcés ici, là. Ça fait des belles croûtes arrondies. C'était avec ça aussi qu'ils faisaient leur habitation. Donc, on arrive, puis tu as entendu quelque chose? L'écorce de bouleau, au moins, c'était plutôt la croûte d'un arbre à feuilles. L'écorce de bouleau, la boîte de soie était vraiment gigantesque. On les a tout coupés avec le temps là, ici. Il ne faut pas oublier que le régime anglais, ils ont complètement pris nos plus beaux chênes. Il y en avait partout avant à l'époque. Ils sont venus ici après le régime français, puis ils ont tout coupé nos arbres presque. Ça servait à la construction en Angleterre. La fameuse navigation aussi, l'armée britannique avait une très grande flotte de bateaux et ça prenait beaucoup de bois pour fabriquer ça. Donc nos arbres canadiens auront servi à la flotte et à construire la plupart des maisons anglaises. Donc, le boulot, oui, était très gros, puis on faisait les canaux d'écorce plus avec ça et d'autres trucs aussi. Il n'y avait pas de chaudron, il y en a peut-être qui ont pensé, mais quand ils faisaient cuire leur affaire dans le corps, les Autochtones. C'était pas rien du barbecue, des viandes tout le temps. Et voilà, on chauffait à chaud des pierres, des roches dans le feu. Et il y avait des contenants. On en retrouve au niveau archéologique plein de chaudrons en terre cuite, iroquoiens en fait. Là. Ils mettaient les pierres chauffées à vif là-dedans et l'eau venait chaude instantanément. Ils pouvaient faire leur bouillon de base à partir de ça. C'était pas nécessairement sur le feu direct, même si on pouvait mettre de l'assemble et enterrer ça dans la terre. Encore aujourd'hui, des techniques de cuisson vraiment fantastiques, super coûteuses. Il y avait passé maître aussi depuis longtemps là-dedans. On s'entend, c'est pas des végétariens les Autochtones. Hein? C'était carnivore, ça mangeait beaucoup de viande. Qu'est-ce que la nouvelle mode qu'on connaît aujourd'hui avec le végétarisme et le vegan, oubliez ça à l'époque, c'était pas quelque chose de commun, on connaissait pas ça. Ça, c'est une nouvelle maladie moderne. Je ne veux pas insulter personne, c'est une nouveauté. Ceci dit, ça arrive pas bien, là, arrêtez, c'est une farce que je fais, là. Vous avez le droit de manger de la salade. À part de ça, on parle du fer. Le fer, il y a de l'argenterie ici, là. Hein, il y en a beaucoup qui viennent dans mon poste de traite, qui prennent la loupe, qui essayent de lire mes documents, puis les camions, on ne savait pas lire, on ne savait pas lire. Donc, à quoi ça a été inventé le français? J'en veux un autre, là, intelligent, une dame. Alors, laissez la chance, à vous deux, là, vous êtes trop intelligents, là, vous n'en savez pas. Laissez. Et voilà! C'était pour allumer des feux, en fait, des loupes. C'est la grosse base de toutes les loupes en Europe sur les continents. C'était pour allumer nos feux des chaudières, des maisons, avec le soleil, ça va de soi. Fait qu'on a fait des traits beaux en argent, parce qu'encore là, il n'y avait jamais vu ce beau métal briller là. En laiton, argent, comme je vous l'ai dit,